Uzbek Erika présente Salut le Turfu, le podcast qui explore le futur. Salut à toutes, salut à tous et surtout salut le Turfu. Aujourd'hui, édition spéciale de votre podcast qui explore le futur. Édition spéciale puisque le 26 avril dernier, quelque chose d'exceptionnel s'est produit. Quelque chose de rare, quelque chose de précieux, quelque chose qui n'arrive qu'une seule fois par trimestre, la sortie du nouveau numéro d'Uzbek Erika. Et oui, évidemment, alors oui, je sais, le 26 avril, c'était il y a déjà pas mal de temps. C'était le mois dernier, depuis des milliers de lecteurs fidèles, avides de découvrir ce nouveau numéro, se sont déjà rués dans les kiosques. D'autres ont eu l'agréable surprise de le découvrir dans leur boîte aux lettres, enveloppé avec amour. Et c'est vrai que d'habitude, on vous dégaine un podcast spécial nouveau numéro dans la foulée de la sortie en kiosque. Et cette fois, on a un peu tardé, on a été un peu long à la détente, notamment puisque votre serviteur avait grand besoin de se mettre au vert pour quelques jours, d'où ce délai. Se mettre au vert, c'est justement ce que la France va faire dans 3 ans. Et oui, se mettre au vert, car en préparant ce nouveau numéro, qui sort à quelques semaines seulement des élections européennes, nous avons regardé dans notre boule de cristal et nous sommes en mesure d'affirmer que c'est une femme écolo qui sera élue présidente de la République en 2022. Et oui, une présidente, on vous dira pourquoi tout à l'heure, je ne spoile pas tout de suite le contenu de ce dossier. Plus sérieusement, on s'est amusé à imaginer donc à quoi pourrait ressembler une présidence écolo en France. Et on a pris cette échéance de 2022, donc la prochaine présidentielle, comme date butoir, comme date symbolique pour réaliser cet exercice intellectuel très stimulant, très amusant, qui consiste à se projeter dans le futur. Alors, quel levier activer pour que l'écologie arrive au pouvoir? Quels obstacles une présidente écolo trouverait-elle sur sa route? Et comment l'écologie politique s'exprime-t-elle ailleurs qu'en France et transforme-t-elle la société ailleurs qu'en France? Et d'ailleurs, une France dirigée par une écolo pourrait-elle faire des émules, inspirer nos voisins européens? Voilà un peu toutes les questions qu'on aborde dans ce nouveau numéro donc d'Uzbek Erika. On va discuter sans plus tarder, pour vous donner envie de l'acheter, ce nouveau numéro. Si ce n'est pas déjà fait, on va rentrer dans le vif du sujet avec évidemment la rédaction d'Uzbek Erika. J'ai nommé Lila Megrawa. Salut Lila. Salut Blaise. Annabelle Laurent. Salut Annabelle. Salut Blaise. Et Vincenzo Lucchese. Salut, j'ai essayé de te le dire en italien, je pense. On va dire salut. Salut. Salut, comme Tony Soprano. Et Roman, évidemment, derrière la console, qu'on salue aussi. Et avant de laisser la parole à cette brillante équipe d'explorateurs du futur, je vais encore monopoliser un petit peu plus la parole pour vous dire pourquoi on a fait ce dossier. Et oui, pourquoi se projeter comme ça sur l'élection présidentielle de 2022 ? D'abord pour prendre un petit peu de hauteur sur ce printemps climatique. Ça n'a échappé à personne depuis la démission donc, de Nicolas Hulot en août 2018. La mobilisation pour le climat est très forte en France. 2 millions de signataires pour la pétition L'affaire du siècle. 350 000 manifestants le 16 mars dernier pour la marche du siècle, ça fait beaucoup de siècles, et des lycéens qui se mettent en grève tous les vendredis, marchant sur les traces de la jeune Greta Thunberg, qui nous vient de Suède, vous la connaissez tous, je ne la présente plus, on en a parlé 1 milliard de fois dans ces rendez-vous de podcast qui explorent le futur. Donc une grande mobilisation citoyenne, très féminine aussi, très jeune cette mobilisation, ce qui est assez rare dans les mouvements sociaux pour être souligné. Et la question qu'on s'est donc posée, c'est est-ce que ce mouvement citoyen a vocation à se cristalliser politiquement, maintenant à se structurer avec une réponse politique? Et si oui, sous quelle forme? Voilà, ça c'était l'ambition un petit peu de ce dossier. Pourquoi 2022? Parce que justement, la probabilité d'avoir un président ou une présidente populiste, réactionnaire, ultralibérale est très forte, beaucoup plus forte que celle d'avoir un président ou une présidente écolo. Donc ça nous amusait, ça nous stimulait aussi intellectuellement, ce que je disais tout à l'heure, de se projeter sur ce rendez-vous crucial de 2022 qui mérite d'être exploré aujourd'hui sous de nouveaux angles un peu moins déprimants que ceux que l'actualité nous propose. Et puis pourquoi une présidente? Puisque vous verrez que donc sur la couverture du nouveau numéro d'Uzbek Erika, c'est une femme qui est aux commandes de la France. Pourquoi une présidente? Eh bien parce qu'on s'était dit que ça serait... pourquoi pas, voilà. Surtout pourquoi pas. Ouais. C'est un peu ce qu'on a répondu. Non, plus sérieusement, c'était ce que tu avais d'ailleurs abordé dans un papier sur l'écoféminisme, Annabelle. Ce que tu racontais, c'était qu'on a longtemps dit aux femmes
de s'occuper d'environnement, qui était le portefeuille, un petit peu le sous-secrétariat d'État pour les femmes, sous-entendu un sujet peu important, peu stratégique, et aujourd'hui ça s'est renversé. La question écologique au sens large est beaucoup plus stratégique justement. Et puis aussi parce que capitalisme et patriarcat font bon ménage, sont bien imbriqués l'un dans l'autre, le premier renforçant souvent le second. Donc voilà pourquoi une femme, voilà pourquoi 2022, voilà pourquoi l'écologie, encore une fois en couverture d'Uzbek Erika. Et je vais arrêter de parler parce que ça fait maintenant trop longtemps. Je vais laisser la parole donc à la rédaction qui va vous raconter un petit peu le contenu de ce dossier. On va commencer avec Vincent. On va commencer par le début. Tout à fait. On remonte aux sources, aux racines de ce mouvement. On a choisi pour débuter ce dossier de raconter l'histoire de l'écologie politique en France, la version française de l'écologie politique. Et chez nous, tout a commencé en 1974. Je présente ici un programme écologique, un mouvement écologique. Et d'abord, ce mot nouveau pour beaucoup d'entre vous, l'écologie, qu'est-ce que c'est ? Ce n'est pas un mot gadget qui a été inventé pour les besoins de cette campagne, c'est un mot créé en 1866 par le biologiste allemand Ernst Haeckel. Notre population ne peut augmenter indéfiniment. Et vous savez ce qui va se passer ? Eh bien, nous allons bientôt manquer de l'eau. Et c'est pourquoi je bois devant vous un verre d'eau précieuse, puisque avant la fin du siècle, si nous continuons un tel débordement, elle manquera. À lundi, je vous dis au revoir et j'espère vous revoir pour vous expliquer notre projet global d'avenir. Merci mes amis. Voilà, c'était un extrait de cet improbable moment télévisuel assez connu, assez célèbre quand on s'intéresse à la question écologique. René Dumont, le premier candidat à l'élection présidentielle française, celle de 1974, première fois qu'un écologiste se présente à une élection nationale majeure en France. D'ailleurs, c'est assez marrant, on voit qu'il explique c'est quoi ce mot écologie, avec des guillemets, mot qui nous paraît tellement évident aujourd'hui que c'est assez étonnant de le voir comme un mot nouveau apparaître en 1974. Et cette séquence, avec le fameux verre d'eau qui a beaucoup fait rire par la suite, où il montre un verre d'eau à la télé pour montrer que les ressources sont précieuses et faire de la pédagogie sur ce qui nous paraît évident aujourd'hui, mais voilà qu'il faut gérer les ressources, qu'elles ne sont pas inépuisables. Et surtout le pull rouge. Et le pull rouge, voilà, il a vraiment la dégaine incroyable de ce candidat et qui a un peu porté préjudice malgré lui au mouvement écolo, parce qu'il a été un peu moqué pour sa dégaine, pour son côté un peu gauche. On l'entend bafouiller à la télévision, se reprendre. On l'appelait l'Einstein dégingandé dans les journaux, c'est assez marrant, c'est ce qu'on raconte, ou le zouave du pont de l'Alma, parce que le QG des écolos était sur une péniche près du pont de l'Alma, donc on l'appelait le zouave du pont de l'Alma. Et lui se défend énormément de tout ça. Évidemment, il insiste toujours sur son côté sérieux. C'est un ingénieur agronome qui a une carrière internationale, qui a été aussi beaucoup dans le mouvement altermondialiste contre la domination de l'Occident, etc. Et qui défend une écologie politique, ce qui est la grande nouveauté à ce moment-là, en 1974. Et ce qui est assez remarquable dans l'histoire, donc tu réussis en fait la prouesse de raconter 50 ans d'histoire d'écologie politique en 4 pages, donc je tiens à avec quelques sauts dans le temps, mais... quelques ellipses, mais tout est là, tout le principal est là. Et ce qui ressort en fait, c'est donc ce grand dilemme pour l'écologie politique. Est-ce qu'il faut cultiver le clivage, ou est-ce qu'il faut tenter de rassembler au-delà de la famille écolo, du noyau dur? Et ce clivage-là, il est à travers le temps, il se continue, il se perpétue. Ouais, c'est ce qui ressort des historiens et des enquêteurs que j'ai interviewés sur le sujet. C'est vraiment l'espèce de drame éternel des écolos qui explique en partie leurs échecs successifs. C'est qu'il y a vraiment ce mouvement de balancier d'hésitation permanente. Est-ce qu'il faut élargir la base, ou est-ce qu'il faut être dans la radicalité ou la pureté écologique? Et en fait, on retrouve ça dès le début, où l'écologie, avant qu'elle devienne politique, c'était vraiment une idée donc apolitique, de naturaliste, de gens qui défendaient la nature, mais qui considéraient que finalement il fallait infuser dans tous les partis, que la nature était pas une question ni économique ni politique. C'était il fallait préserver, comme les grands parcs naturels américains, il fallait préserver les espaces encore naturels ou vierges. Et tout ça se cristallise en politique à ce moment clé du début des années 70, quand arrive toute une flopée de militants en manque d'idéaux. En fait, c'est tout le mouvement post-68.
Ce qu'expliquent les historiens, notamment Alexis Vrignon, que j'ai interrogé dans ce dossier, qui est un historien de l'écologie. En fait, il y a une perte de vitesse de l'idéal communiste, avec tous les déboires du stalinisme et tout ce qui commence à apparaître en Occident à cette époque-là. Et donc, il y a tout un mouvement extrêmement politisé par 68, par les années 68, comme on dit. Le long 68, le moment 68, comme disent les intellectuels. Et donc, en fait, il y a une soif d'idéal à retrouver. Et tous ces jeunes 68ards, alors qui mélangent plein de libertaires, de féministes, d'anarchistes, de maoïstes, de tous les courants en fait un peu bucoliques de l'époque de l'extrême gauche ou de la gauche radicale, et qui en fait ils voient soudainement dans l'écologie un nouvel idéal à porter et qui viennent se mêler. Et ce qui est marrant, c'est qu'il y a donc cette fusion entre d'un côté ces mouvements de gauche radicale, et de l'autre ces naturalistes historiques, un peu les professeurs, les papis de l'écologie, plus conservateurs même dans leur approche. Ouais. Et donc il y a ce mélange des deux qui se retrouve bien notamment dans le Larzac, qui est un des moments fondateurs de l'écologie en France. Donc c'est 10 ans de lutte dans les années 70, de 71 à 81, qu'on retrouve dans le très bon documentaire que je vous conseille, Tous au Larzac, et qui est sorti il y a quelques années. Et on voit bien d'ailleurs dans ce documentaire aussi ce mélange des genres, où certains des vieux paysans explique qu'ils voyaient ces chevelus arriver, qui étaient de fous de beatniks, qu'eux étaient, voilà, c'est assez émouvant. Certains disent, nous on était des paysans normaux, on allait à la messe tous les dimanches, on n'aimait pas ces mouvements-là, et on a fait nos 68 à rebours, parce que c'est ce mouvement donc du Larzac de défense des terres contre l'expansion d'un camp militaire a permis de s'acculturer, d'apprendre la logique de lutte et d'apprendre à chacun à s'apprivoiser entre d'un côté donc ces luttes de gauche et de l'autre côté ces naturalistes. Et donc tout au long des décennies à venir, on va retrouver ce dilemme entre est-ce qu'il faut rester assez neutre, assez apolitique, avec l'idée que tous les partis doivent récupérer, doivent s'emparer de l'écologie et finalement faire de l'écologie une lutte transversale, ou est-ce qu'il faut s'ancrer à gauche et faire de l'écologie une lutte vraiment subversive qui doit changer la société et être un projet de gauche de plus d'égalité, de plus de respect à la fois de la nature, à la fois du vivant, à la fois des femmes, à la fois des ouvriers. Donc il y a vraiment cette dichotomie qui ressort en permanence. Et ce dilemme, il se traduit quand les écologistes arrivent en partie au pouvoir ou sont associés au pouvoir. Il y a une citation intéressante de Arthur Nazaret, qui est donc journaliste au Journal du Dimanche, qui vient de publier une histoire de l'écologie politique. Donc on est au cœur du sujet. Tout à fait. C'était notre devoir de l'interviewer. Et tu l'as fait. Et donc il nous dit « Les écolos ressortent encore plus lessivés que les autres par l'exercice du pouvoir ». Pourquoi il dit ça ? Qu'est-ce qu'il entend par là exactement ? Ouais, c'est marrant. C'est aussi un autre drame des écologistes qui explique leurs difficultés. C'est qu'en fait, comme ils arrivent au pouvoir toujours au moment où ils s'allient avec la gauche. En fait, c'est vraiment leur logique gagnante d'un point de vue de portefeuille ministériel. Gauche plurielle. Et donc, à chaque fois qu'ils arrivent au pouvoir, c'est en s'alliant à la gauche. Et finalement, ils arrivent au pouvoir au sein d'une gauche qui ne partage pas du tout leur programme. Donc, ils sont élus sur un programme qu'ils vont appliquer qui n'est pas le leur. Et ce qui explique que leurs électeurs soient sempiternellement déçus, parce que la gauche finalement, et c'est aussi ce qui fait rebasculer souvent les écologistes dans un nini. D'ailleurs c'est intéressant, on retrouve ce nini aujourd'hui chez Yannick Jadot à l'élection européenne de 2019. Le nini, il dit en fait, voilà, la droite ou gauche, c'est des productivistes. D'ailleurs, l'URSS, on a appelé ça le capitalisme d'État. Et dans les deux cas, c'est des gens qui sont anti-écolos. Et en fait, quand ils s'allient à la gauche, ils renient un petit peu ce côté-là et ils s'allient soit avec Rocard, soit avec Jospin, soit avec Jean-Marc Ayrault, à chaque fois sur des programmes qui plaident quand même pour la croissance, pour le nucléaire, pour beaucoup de choses, qui font que les écolos participent de fait à un gouvernement qui les amène à renier leurs valeurs. Donc en fait, ils sont condamnés soit à rester dans l'opposition, soit à arriver au pouvoir dans des conditions qui les à être associés à cette culture productiviste de la gauche industrielle, donc, qui est très imprégnée. Donc ça a vachement peser sur leurs difficultés. En un mot, peut-être 2 ou 3 éléments supplémentaires. Il y a aussi le problème de l'argent qui ressort souvent, qui est intéressant. C'est un vrai problème, l'argent. C'est un vrai problème dans la vie. Et ce qui ressort, c'est qu'en fait, le système électoral, avant les régulations des années 80, favorisait forcément les grands partis. Et les écolos qui sont spécifiquement sévères contre tous les lobbies d'argent, contre les lobbies industriels, contre les lobbies banquiers, financiers, sont particulièrement peu amènes de récolter de l'argent pour leurs campagnes électorales. Donc, ils ont encore plus de difficultés que les autres à avoir de l'argent. Et ce qui est intéressant, ce que nous disait l'historien Alexis Vrignon, c'est que finalement, aux élections présidentielles, c'est là qu'ils ont le plus de difficultés à faire des scores importants. Et l'élection où ils ont eu le plus haut score, c'était avec Noël Mamère, 2002, où ils ont fait plus de 5%. C'est l'élection où ils ont le plus d'argent. Donc il n'y a pas de secret, en fait, c'est aussi l'argent qui détermine énormément ces choses-là. Ajouter à ça le fait qu'ils sont un parti particulièrement peu structuré,
parce qu'il y a cette culture libertaire, ce rejet du chef, parce que aussi sur le terrain, les militants sont moins fidèles que dans d'autres partis. Et donc, en fait, il y a plein d'éléments comme ça qu'on essaye de synthétiser dans le problème de dans le leadership dossier. aussi, Voilà, que qui fait tu qu'ils décris ont, bien dans le... Et que finalement, c'est au moment où ils arrivent à dépasser ces choses-là qu'ils font leur meilleur score. Hein. C'est quand ils arrivent à rassembler, comme en 2009, leur meilleure élection en 2009, européennes. Plus de 15%, c'est ce qui est énorme pour les écolos. C'est le moment où en fait tous leurs mots sont mis de côté. Ils arrivent à rassembler extrêmement large, de Cohn-Bendit à José Bové. Ils arrivent à mettre des têtes d'affiche, des leaders charismatiques sur leur liste. Voilà. Et donc en fait, c'est assez tragique. Les erreurs sont identifiées, mais ils la refont à chaque fois de la même façon. Voilà, sur ce message d'espoir, je me tourne vers Lila après ce moment d'histoire. Lila qui a mis, vous ne le voyez pas, mais elle a mis son pull rouge sûrement en hommage à René Dumont. Elle n'a pas de verre d'eau cependant sur la table. Et Lila, toi, tu as dépassé les... Il n'y a pas le col roulé, c'est un col en V, voilà, si vous voulez tout savoir. Et Lila donc est partie hors de nos frontières. Donc après avoir parlé de la France, on va un peu aller... ailleurs dans le monde, comme on dit. Costa Rica. Au Costa Rica, voilà, carrément. Puisque tu as fait 3 focus, en fait, sur 3 expressions de l'écologie politique ailleurs dans le monde, le Liban, l'Islande, et donc le Costa Rica, qui a la particularité, si j'ai bien compris, d'avoir mis en place une politique écologique assez radicale, sans avoir en fait de leader écolo à proprement parler comme on l'entend chez nous. Non, absolument aucun parti écolo, parti vert. Pour autant, c'est un véritable exemple écologique. Alors aujourd'hui, le Costa Rica, on le connaît principalement pour être une référence en matière d'éco-tourisme. Dans les parcs nationaux, on limite par exemple le nombre de touristes. On a un quart du territoire qui est labellisé espèce naturelle protégée. Et ça marche, puisque le Costa Rica, qui représente à peu près 0,03% de la surface de la planète, rassemble à peu près 6% de la faune et flore de la biodiversité mondiale. Avec plein d'espèces endémiques. Assez incroyable. Un autre exemple assez frappant, c'est le champ des énergies renouvelables. En 2016, tu avais plus de 98% de l'électricité consommée au Costa Rica qui était verte. Voilà. Alors, comment expliquer Quel est le mystère costaricien ? Alors le mystère, en fait, il se retrouve dans l'histoire politique du pays. Alors, pour se représenter, aujourd'hui, la scène politique au Costa Rica s'organise en 2 blocs. Il y a une partie social-démocrate qui est incarnée par le Parti de la Libération nationale et l'autre bloc est chrétien-conservateur. Ça, c'est représenté grosso modo par le Parti d'unité sociale chrétienne. Ils ont changé de nom au cours des années, mais on va dire grosso modo, c'est ces 2 blocs qui ont régné sur le pays, qui règnent sur le pays depuis 50 ans à peu près. Et ces 2 blocs ont beau être d'obédience différentes, ils sont quand même, ils trouvent un terrain commun sur des valeurs plutôt progressistes. Donc, qu'est-ce qui s'est passé ? 48 au Costa Rica, une guerre civile plutôt ravageuse. Le pays en sort assez exsangue. Et en fait, le Costa Rica décide d'abolir son armée. Tout simplement. Voilà. Plus de débat sur le budget militaire, qui est plus élevé que celui de la culture, plus patati de milices, patata. Plus d'armée, on va se taper sur la gueule. Et qu'est-ce qu'on fait à partir du budget consacré d'ordinaire à la défense et aux militaires ? En fait, ils font le choix de récupérer ce budget-là et de le consacrer au développement à la fois du système éducatif et aussi d'un programme écolo. D'accord. De protection notamment, ce que tu disais tout à l'heure, de protection des espaces naturels. Exactement. Et alors, sur l'aspect éducatif, ça marche plutôt bien, puisqu'aujourd'hui, le taux d'alphabétisation au Costa Rica frôle les 100%. Et du côté de l'écologie, donc en fait, dès 48,
ils commencent à créer des parcs nationaux. Aujourd'hui, on en dénombre une bonne trentaine. Dans les années 70, en fait, ils constatent malheureusement que le pays compte de moins en moins de forêts. Pareil, le gouvernement impose, met en place certaines mesures politiques en faisant le choix de récompenser les citoyens qui participent à la reforestation. Ouais. Donc, dans les années 70, ou plutôt 1980, il y avait 20% du territoire qui était recouvert de forêts. Aujourd'hui, c'est plus de la moitié de la surface du pays. Et je crois que la crème solaire est interdite aussi sur les plages costariciennes. Sur les plages costariciennes. Et en fait, cette espèce de volontarisme politique et écolo culmine avec, et ça c'est plutôt marquant, le pays fait le choix d'inscrire dans sa constitution un droit à un environnement sain. Ça veut dire que qui porte atteinte à l'environnement sera poursuivi par le tribunal administratif environnemental. Et autant dire que le tribunal administratif environnemental costaricien ne rigole pas. Ça ne rigole pas. Ben merci pour cet éclairage. Et puis on laisse découvrir évidemment dans le dossier, mais on parle aussi de l'Islande, où là on est sur des alliances politiques, des écolos qui sont au pouvoir, mais au prix d'énormes compromis. Qui sont au pouvoir, un peu comme expliquait l'ami Vincent plus tôt. Là en fait, le mouvement, on va dire, la situation est inversée, à savoir que c'est les écolos. On a une première ministre islandaise issue du Parti vert, mais qui, comme pour accéder au pouvoir, elle a dû s'allier à deux partis de droite. En fait, elle est un peu coincée. Elle échoue à mettre en place une grande partie de sa politique. Et puis le Liban, où en fait un mouvement citoyen à Beyrouth est né de la crise des déchets aussi. Tu racontes ça dans le dossier. Madinati, où là c'est plus comment un mouvement citoyen, un ras-le-bol citoyen. Je crois que c'était été 2015. Les citoyens sont envahis par les poubelles. Ouais, il y avait des décharges qui avaient fermé. Exactement. Une grosse décharge. Et en fait, tu as un mouvement d'urbanistes, d'architectes, mais aussi d'ouvriers, des gens issus de tout métier qui s'allient et qui forment un mouvement citoyen appelé Beyrouth Madinati. Ils organisent une série de comités pour récolter un peu les différentes doléances. Et en fait, aux élections municipales, ce mouvement se présente et réussissent à recueillir 30% des voix. Donc ils ne sont pas encore au pouvoir, mais ils ne sont pas encore au pouvoir. Ils ont échoué à se mettre d'accord sur les législatives, un peu comme d'habitude, faute de consensus en interne. On présente personne. Mais là, apparemment, il serait en train de préparer l'échéance le retour municipale, législative et présidentielle aussi de 2022. Le retour de Beyrouth Madinati à suivre. Et dans ce dossier, on a donc regardé hors de nos frontières, on a parlé d'histoire, mais on va aussi parler du présent, puisque évoquer la présidence écolo, ça implique d'évoquer l'accession au pouvoir. Et pour ça, Lila, tu as interviewé donc plusieurs personnes, avec Sophie aussi qui a travaillé avec nous sur ce dossier. Claire Nouvian de l'ONG Bloom, qui aujourd'hui est engagée dans le mouvement Place Publique et qui nous dit que la probabilité d'avoir un président écolo n'a jamais été aussi forte, même si on pourrait penser le contraire. Et Jean-Luc Benamias, donc, qui était le directeur de campagne notamment de Noël Mamère en 2002, pour la fameuse élection dont parlait Vincent, et aussi plus tard de Dominique Voynet,
Cohn-Bendit. Il a été aussi le vieux briscard. Incroyable candidat aux primaires aussi. Incroyable. Il animait les débats avec sa verve et en 2017. Il était vraiment, c'était un petit peu le trublion, on va dire, de ces débats, à tous les sens du terme, sur le fond et sur la forme. Et lui, il nous dit qu'on a atteint une certaine maturité culturelle sur la question écologique. Donc 2 lignes très optimistes, on va dire, sur cette possibilité présidentielle pour l'écologie. Mais tu as été aussi interviewé Maxime de Rostolan, qui lui a une toute autre vision. Ouais. Et tu as raconté une histoire incroyable de poule qui attaque un renard. Alors, est-ce que tu peux nous re-raconter ça et pourquoi on en est arrivé à avoir un intertitre de l'article qui s'appelle « Une poule à l'Élysée ». Qu'est-ce qui s'est passé avec Maxime de Rostolan ? Ça a failli être la révolte des poulets. Alors Maxime de Rostolan raconte au cours de l'interview... Peut-être tu peux nous rappeler qui il est, en quelques mots. Maxime de Rostolan. Donc, de formation ingénieur agronome. Il a, en 2016, il faisait partie de l'équipe de la campagne de Nicolas Hulot. Il subit une petite déception, puisqu'en fait, quelques jours, une semaine après que Nicolas Hulot dépose les statuts pour se porter candidat, Nicolas Hulot renonce à sa candidature. Donc Rostolan se dit 2017, c'est mort, mais pour 2022, on va tout faire pour. Donc il crée Ferme d'avenir. Exactement. Ouais. Il avait créé en 2013 Ferme d'avenir, qui promeut un modèle de micro-ferme basé sur la permaculture, principalement l'agroécologie. Et en fait, il se casse encore les dents, puisqu'il saisit de sa valise de VRP, il entame un peu un grand tour, il va de ministère en ministère. Faire du lobbying. Exactement, à l'Assemblée nationale. Il se rend, je ne sais pas s'il a défendu le modèle niveau européen. Si, il le fait bien. Il entame un véritable travail de lobbying. Et en fait, il se rend compte que à Bruxelles, juste sur le secteur agroalimentaire, qu'en fait, il se retrouve face à environ 2000 lobbyistes, me dit-il, qui bossent à temps plein. Et donc lui... pauvre fermier d'avenir. Exactement, pauvre petit fermier d'avenir, qu'en fait il ne réussit pas à faire le poids. Alors il réussit quand même sur 11 amendements défendus par l'association Ferme d'avenir à l'Assemblée nationale. Il réussit à passer un amendement qui est retoqué par les 9 sages du Conseil constitutionnel. Donc ça c'est un énième affront. Et donc ça le convainc de renoncer à l'objectif politique. Ça le convainc que la solution est sûrement dans le lobbying et le lobbying citoyen en force. Et qu'il va falloir qu'il trouve avec d'autres la possibilité en fait de renverser le rapport de force. Donc lui me dit que il croit plus forcément dans les partis politiques. Il pense qu'en fait c'est les mouvements citoyens, c'est les lobbies citoyens qui peuvent faire renverser la bascule. Et justement, la bascule. Ça n'est pas anodin le choix de ce mot. De son projet. Dis-nous pourquoi. C'est le nom de son projet. En fait, la bascule, donc créée en février 2019, lobby citoyen qui naît de l'alliance de Maxime de Rostolan et à peu près d'une quinzaine d'associations étudiantes qui promeuvent une action écologique. Donc ils se sont installés à Pontivy et en fait le principe de la bascule, c'est le temps. Tout simplement. C'est le temps. Il remarque qu'en fait, quand il explique son histoire à des étudiants, qu'en fait les étudiants sont prêts à donner de leur temps à faire la grève de leur stage, donc à consacrer 6 mois à un travail de lobby s'il le faut. Il explique aussi qu'au cours de Ferme d'avenir, les différentes conférences qu'il a pu animer, il se retrouve assez souvent à recevoir des gens qui lui disent
moi je veux bien donner de l'argent à telle ou telle action, mais qu'est-ce que je peux faire de concret et qu'est-ce que je peux faire de plus. Voilà. Donc il se rend compte que la disponibilité est là et qu'en fait en créant ce mouvement citoyen, ils auront peut-être la possibilité de faire la bascule. Alors pourquoi une poule à l'Élysée, pour revenir à ma première question? Ces étudiants seraient donc des poules, c'est ça? Plus ou moins. Alors, il racontait assez amusé. En fait, les gens de la bascule sont installés à Pontivy, dans une espèce d'ancienne clinique désaffectée, dans le Morbihan. Et donc, en fait, il me raconte que dans cette même ville, à Pontivy, on a vu passer ça d'ailleurs dans les faits divers, les journaux, qu'un renard s'est introduit dans un poulailler qui accueillait 6000 poules. Et apparemment, il s'est fait défoncer, le renard, par 6000 poules. Et Rostolan fait le rapprochement, l'analogie. Il dit, nous, on peut être plein de poulets. Et alors, même si la bascule se défend d'être un parti politique, l'idée aussi, c'est de former à la bascule de possibles candidats au municipal. Et après, pourquoi pas à la présidentielle, mais c'est pas l'objectif affiché. Mais ce sera pas nécessairement brandé, étiqueté la bascule. On verra qui est le renard, puisque nous avons compris qui sont les poules. Merci pour cette métaphore et cette explication animalière, voire fermière. Je vais laisser la parole à Annabelle qui nous a s'est occupée donc du gros plat de résistance de ce dossier. Un grand œuvre de 25 000 signes dans le jargon pour ceux qui connaissent ça, mais absolument passionnant. Non, c'est vrai, en plus il faut lire ce papier dans lequel tu imagines donc les objections que les grincheux pourraient sortir à l'idée d'une présidence écolo, sur l'hypothèse d'une présidence écolo. Je les cite vite fait, on va y revenir. 1, mais les marchés vont s'effondrer, l'économie va couler. 2, votre présidente écolo, elle sera forcément coincée par les lobbies, puisqu'on ne peut rien faire déjà quand ce n'est pas des présidents écolos, alors imaginez une présidente écolo. Et puis 3, la France sera dans la rue, regardez ce qui se passe aujourd'hui, on ne pourra rien faire, le pays sera bloqué. Bon, en fait, c'est pas aussi simple que ça. Pas du tout. Et tu nous redonnes de l'espoir. Peut-être tu peux nous expliquer pourquoi aussi dans ce papier, et dans ce dossier d'ailleurs plus largement, on a choisi d'explorer l'hypothèse d'une présidence écolo qui serait assez radicale et pas d'une transition énergétique un peu mollassonne. On sait qu'aujourd'hui c'est un peu ce débat-là qui va nourrir intellectuellement les mois qui viennent dans l'univers de l'écologie. Pourquoi on a pris ce parti-là? Peut-être tu peux nous expliquer ça. C'est vrai que c'était un peu les questionnements du début, parce qu'on se disait pour que cette présidente soit élue, a priori, si elle est radicale, elle annonce la fin de la croissance, etc. Ce que personne aujourd'hui ne fait, si on se fie au dernier débat des européennes, où même les candidats Glucksmann, Jadot, Manon Aubry, etc. Enfin, aucun n'ose parler de fin de la croissance. Du coup, est-ce qu'on n'est pas un peu complètement fou de se dire que cette présidente pourrait être élue si elle était aussi radicale? Mais ensuite, on peut avoir un autre raisonnement qui est de dire, si elle est vraiment écolo, ça veut dire qu'elle engage la France sur une trajectoire de réduction drastique des émissions de gaz à effet de serre. Normalement, en fait, on s'est engagé à être aligné sur donc une trajectoire de réchauffement limitée à 1,5 degré à l'issue de la COP21. Et en fait, on ne respecte pas nos engagements, tout simplement. C'est même pire. Je crois qu'elles augmentent depuis 3 ans. Voilà. Y a une étude de l'IDRI sur la transition bas carbone en France qui n'est donc pas respectée pour le moment. Donc nous, on s'est dit, déjà, cette présidente, elle respecte les engagements internationaux. Et donc, pour réduire drastiquement les émissions de gaz à effet de serre, qu'est-ce qu'on fait? On change tout. Donc on change de paradigme, pour employer un terme à la mode. Donc on est forcément radical, en fait. Donc on change, puisqu'il faut réduire les émissions de gaz à effet de serre. Enfin, souvent, c'est des choses, je trouve, encore aujourd'hui assez abstraites, de parler toujours de degrés, d'émissions, de quotas, etc. Donc en fait,
Ça veut dire il y a un cabinet qui s'appelle B&L Evolution qui a fait une projection hyper parlante où il dit si on respectait nos engagements de la COP, en fait, on mettrait en place des mesures aussi drastiques que une loterie pour prendre l'avion, avec une loterie de 500 000 billets d'avion qu'il faudrait se répartir entre nous. Ça peut se revendre sous le manteau. On pourra faire un petit peu de négo si tu veux. Ça peut créer de nouveaux circuits de corruption, ça. Marché noir de la vie. Il y aurait un couvre-feu thermique pour baisser la consommation liée au chauffage. Il y aurait des quotas sur les produits importés, plus de thé, plus de café le matin, par exemple. Tu vois, c'est avec des choses comme ça. Des céréales. Interdiction des... De la sauge bien française. Interdiction des voitures thermiques en centre urbain, par exemple. Donc voilà. Donc en fait, si on est cohérent et si on respecte, pour l'instant, on est engagé sur une neutralité carbone pour 2050. C'est le dernier plan climat de juillet 2017. Ça veut dire division par 8. Voilà. Des émissions de gaz à effet de serre. Tout simplement. Donc, en fait, on a été rattrapés. On a juste proposé de respecter les objectifs. Quoi. Absolument. Sachant que ça ne respecterait pas les objectifs en plus, cette 2050. De toute façon, il faudrait faire plus. Il faudrait faire encore plus. Voilà. Je dis ça, je dis rien. Je mets ça sur la table. Donc, la question, c'était est-ce que notre présidente écolo, elle va oser rompre avec la croissance verte, puisque pour l'instant, c'est ça la réponse. C'est la réponse du ministère de la Transition qui fait un plan pour une projection aussi sur 2050 où tout se passe bien. On réduit nos émissions, on les divise par 8, mais tout se passe bien, ça crée même de la croissance, puisque croissance verte, c'est-à-dire... en fait, ça va être fabuleux. On va remplacer toutes les voitures par des voitures électriques. On va créer plein d'emplois. Les éoliennes, le solaire, ça va être fabuleux. Voilà. Est-ce que cette présidente, elle va dire en fait, les ressources sont en cours d'épuisement, même celles qui servent à faire nos panneaux solaires et nos voitures électriques, ce qu'on dit très peu, ou notre infrastructure numérique, très très vorace en énergie et en métaux rares. Aussi. Bref, c'est mal barré. non, attends, je suis censée être dans le papier positif. Et donc voilà. Mais non, mais pas du tout. Au contraire, cette présidente écolo arrive, elle dit en fait, on ne peut pas produire plus et polluer moins. Ok. Donc, voilà, on a bien écouté le rapport Meadows Halte à la croissance de 1972. On est 40 ans après, mais c'est pas grave. Enfin. Voilà. De toute façon, j'ai l'impression que beaucoup de gens le découvrent 50 ans après sa sortie, ce rapport. Et donc, on entre dans une nouvelle société où la consommation, l'accumulation, la propriété, l'obsolescence programmée, etc. ne sont plus les valeurs cardinales. Et on avance dans une société où on vit avec moins et on vit mieux et on travaille aussi moins. Il y a Jean-Marc Jancovici qui est spécialiste de la transition énergétique qui dit à qui j'ai parlé et qui me dit en fait la question c'est du coup comme les modes de vie changent radicalement, comment on rend la frugalité désirable, une forme de frugalité désirable. Et ça fait écho à ce que disaient donc les penseurs de la décroissance dans les années 70, comme André Gorz qui disait comment on limite les besoins et les désirs pour pouvoir limiter l'effort à fournir. Comment on se retrouve à... Voilà, on sort de cette envie d'avoir toujours plus et du coup on travaille moins puisque on a moins besoin de produire pour répondre à... On sort de la dictature de l'offre. Donc on n'est plus dans croissance-décroissance, cette opposition binaire que dénonçait le philosophe belge Pascal Chabot que Vincent avait interviewé dans le dossier sur l'effondrement qu'on avait fait à la fin de l'année 2018. Il disait c'est un peu une opposition binaire, un peu simpliste. Nous, on a essayé de travailler autour de la notion de post-croissance, terme qui est d'ailleurs pas mal en vogue, que j'ai croisé là dans une tribune de la sociologue Dominique Méda, la sociologue du travail, qui parle aussi de post-croissance. C'est un terme qui monte un peu, qui permet en fait de se projeter sur un imaginaire où l'évolution du PIB est plus, comme tu le disais, le curseur central, quoi. On est sur un autre horizon qui est plus vivre mieux avec moins en travaillant moins. Parce qu'en fait, si tu veux que je parle de... Vas-y. non, mais on peut parler. Le terme de la décroissance,
Il est né en 72 et il a été réactualisé ensuite pour dénoncer l'imposture du développement durable. Mais donc, il est volontiers provocateur, ce que rappellent les penseurs de la décroissance. Peut-être qu'aujourd'hui, on peut se dire, il a été donc très caricaturé dans les années 70, peut-être qu'on peut se dire qu'il faut tourner la page peut-être juste de ce terme, pas forcément du cadre de pensée. Et donc, c'est pour ça qu'on a proposé le terme de post-croissance. Il y en a d'autres. Il y a Serge Latouche, qui est un autre penseur de la décroissance, qui propose le terme d'accroissance pour dire qu'en fait, il ne faudrait pas, de la même façon qu'aujourd'hui, la croissance semble être une idéologie, tomber dans une autre idéologie qui est la recherche absolue de la... le pendant de la croissance avec les mêmes travers. Décroissance. Oui, bien sûr, formidable. Si on arrive à créer de l'emploi, c'est ce que dit une consultante en transition écologique, Hélène Le Thénault aussi plutôt dans le dossier. Évidemment, allons-y sur les entreprises sociales et écologiques. Et bien sûr, on ne va pas tout à coup tous se retrouver au revenu universel. Enfin, donc, la possibilité de changer de vie. Ne tombons pas dans une autre idéologie qui... Et donc, il faut investir le champ des idées. C'est ce que te raconte aussi notamment Alain Coulombel, qui est un des secrétaires nationaux de Europe Écologie Les Verts. Tu parlais d'André Gorz. On voit qu'aujourd'hui, pareil, on semble redécouvrir la pensée d'André Gorz, d'Ivan Illich. On se réfère à des auteurs qui ont écrit en fait, sur l'écologie politique il y a 40-50 ans. Et on manque en fait d'idées neuves. Le champ intellectuel de l'écologie politique est malheureusement un peu désert aujourd'hui. Et ça, c'est aussi une des idées fortes de ce papier, c'est qu'il y a un combat des idées à mener en fait. Et est-ce que peut-être tu peux nous en dire plus sur ça ? Ce qui est intéressant, c'est que donc Alain Coulombel, donc secrétaire général d'Europe Écologie Les Verts et qui est aussi chargé de la prospective pour eux. Il vient de sortir un bouquin qui s'appelle Les nouveaux défis de l'écologie politique, il me semble. Et dedans, il dit en fait depuis les années 60, l'écologie politique semble un peu réciter un catéchisme. Et par rapport aux nouveaux enjeux que nous on traite beaucoup chez Uzbek, il n'y a pas forcément de réponse. Qu'est-ce qu'on répond au transhumanisme ? Qu'est-ce qu'on répond au commun ? Qu'est-ce qu'on répond à la collapsologie ? Bon, là, on reste dans les thématiques écologiques, mais en fait, comment on se réinvente, comment on s'arme sur ce terrain-là. Donc, c'est assez intéressant comme... Retravailler la grille de lecture, quoi. Un peu avoir la grille de lecture d'il y a 40 ans sur des... Et comment, par rapport à ce que disait... tout à l'heure, Vincent, sur la culture productiviste de la gauche aussi, comment on répond à ça, puisque en fait, on est imbibé de productivisme, donc voilà. Il y a imbibé de productivisme, c'est la première fois que j'entends cette formule très parlante. Donc comment donc voilà, comment on réinvente complètement les cadres de pensée, comment on réinvestit les imaginaires pour que cette frugalité puisse être désirable et que peut-être que c'est pas le bon mot, donc voilà. Parfois un mot, en fait, c'est ce qu'on disait avec Alain Coulombel. Un mot le mot de collapsologie, qui est un néologisme donc inventé par Pablo Servigne, Gauthier Chapelle, etc. Raphaël Stevens. Un mot peut faire beaucoup, en fait. Il a créé un élan. Il entre en résonance avec quelque chose qui fait sens pour beaucoup de gens, mais qui est un peu impalpable, et tout à coup, voilà, ça peut... C'était ce que nous avait raconté Delphine Bateau aussi sur l'importance des mots. Elle disait la façon dont tous les porteurs du développement durable aussi essaient d'associer à la nature et à l'écologie des termes de la finance, notamment le capital naturel, tous ces termes-là qui sont en fait mauvais, on va dire contre-productifs, en tout cas pour changer un peu de grille de lecture, quoi. Alors il y a quelqu'un qui se désimbibe de productivisme, c'est la présidente de notre dossier, puisque Vincent, tu mets en scène en conclusion de ce dossier une petite fiction. Tout à fait. Là, on n'est même plus sur 4 pages, on est sur 2 pages carrément. De plus en plus court et de plus en plus YOLO. Et tu racontes 5 ans de futur en 2 pages. Et là, on a choisi le cadre de l'Europe. Donc, on a parlé d'histoire, on a parlé d'ailleurs dans le monde, du présent, du futur. Et là, on va dans le futur encore un peu plus loin. Donc, on est sur 2022-2025. Tout à fait. Qu'est-ce qui se passe en Europe ? Comment
pourquoi la France devient le phare vert de l'Europe. Et peut-être tu peux revenir sur le point de départ de ta fiction, dont on a débattu entre nous sur ce crack économique. Ouais, en fait, à la base de la fiction, on parle d'un crack. On fait comme s'il avait déjà eu lieu. On dit voilà, en 2021, il y a eu un crack boursier financier énorme, et donc en conséquence de ça, il y a plein de bouleversements politiques et une proposition nouvelle émerge avec la présidente écolo qui arrive au pouvoir, etc. Et effectivement, on s'est posé la question de savoir s'il fallait mettre ce crack en amont de l'accession au pouvoir des écolos, parce qu'on avait peur que ça vienne un petit peu délégitimer l'idéologie écologiste, ou en tout cas venir faire passer le message que sans crise, il n'y aurait jamais d'écologie au pouvoir, et que c'était finalement la seule façon de faire advenir l'écologie. En fait, il y a deux raisons principales qui nous ont convaincus de maintenir cette crise en amont. La première, c'est qu'on a quand même l'impression que ce serait bizarre de ne pas la mentionner, parce qu'elle a de grandes chances d'advenir, en fait. Et on a traité ce sujet beaucoup sur le site, notamment avec Georges Jugeux récemment, qui est l'ancien vice-président de la bourse de New York, entre autres, et ce qui est assez hallucinant finalement, c'est qu'il y a beaucoup d'économistes d'accord, qu'ils soient économistes atterrés, que ce soit Jean-Claude Trichet aussi, l'ancien président de la Banque Centrale Européenne, ou que ce soit Georges Jugeux ou d'autres. On ne peut pas taxer d'être des gauchistes patentés. Pas tellement, c'est pas trop leur ligne, et pourtant tous ces gens-là sont d'accord entre eux sur un point, c'est ça va péter bientôt. Donc ils disent plutôt 2020, voire un peu après. Notamment à cause de la dette des États. Il y a beaucoup de choses qui entrent en jeu. Le surendettement des États, les bilans extrêmement viciés des banques centrales dans le monde entier, qui fait qu'elles ne pourront plus intervenir comme elles l'ont fait. Les États ne pourront plus intervenir non plus comme ils l'ont fait, parce qu'ils ont plus ce matelas de liquidité, parce qu'ils sont surendettés. Et les banques privées et les acteurs privés sont eux-mêmes extrêmement endettés. Et donc il y a des phrases choc assez punchy, où ces économistes disent que ça va être pire qu'en 2008, qu'il y aura un cataclysme financier énorme. Voilà, donc la première raison, c'est que finalement, c'est plutôt l'inverse. Ça aurait été peu pertinent de ne pas évoquer cette crise. Ça me paraissait bizarre d'évoquer un scénario en faisant comme si rien n'allait se passer, alors qu'il va falloir trouver une solution post-crise, en tout cas s'y préparer si on veut. Donc ça serait l'accélérateur plus que le... Voilà, oui, il y a aussi cette notion d'accélérateur, c'est mon deuxième point, parce que justement, en fait, j'ai conçu cette fiction, j'ai pensé cette crise comme simplement un révélateur de ce qu'est l'écologie politique intrinsèquement, c'est-à-dire que l'écologie politique, c'est ce qu'on a vu aussi avec la brève histoire au début, c'est toujours construite en réaction à une crise finalement. C'est que une crise ponctuelle financière, c'est l'élément émergent, probant d'une crise latente qui est celle du capitalisme qui détruit la planète. Que d'autres appellent capitalocène d'ailleurs. Et finalement, l'écologie avec René Dumont dès le début, parce qu'au-delà des verres d'eau et des piles rouges, ce qui est assez frappant avec René Dumont en 1974, c'est qu'il parle déjà d'effondrement. Ce que mentionnait Annabelle aussi, c'est 72, le rapport du Club de Rome, c'est les collapsologues aujourd'hui, mais dès le début, en fait, on savait, et dès le début, l'écologie politique naît sur cette peur d'effondrement, sur une réaction, comment faire pour trouver une solution contre l'effondrement. Notamment le problème du nucléaire à l'époque. Voilà, il y a ces deux problèmes. Il y a à la fois l'effondrement des ressources, et il y a le nucléaire, qui est l'autre problème vraiment fondateur en France de l'écologie politique, qui cimente tous ces acteurs hétéroclites, et qui est une peur apocalyptique. On a peur de l'apocalypse nucléaire et une menace globale, quoi. Donc l'écologie, fondamentalement, c'est une réponse à une crise, et donc on voulait mettre ça en avant, parce que symboliquement, cette crise financière à venir, probable ou potentielle, n'est que finalement la partie émergée de l'iceberg d'une crise latente et d'une crise à laquelle de toute façon il faut répondre. Et donc tu mets en scène une fiction où la France serait au cœur de... On est un peu cocorico au cœur de cette conversion écologique de l'Europe, avec notamment le grand retour de la politique de la chaise vide. Exactement, c'est un peu mon fantasme jacobin refoulé de la France de 89 qui guide l'Europe à nouveau. Donc c'est un petit hommage à non, ce côté, on se lâche parce que c'est une fiction, mais l'idée c'est de dire que finalement effectivement ça ne se fera pas sans rapport de force assez puissant, parce que comme le disait Annabelle, en fait il y a ce côté de traité à respecter internationaux. Si on veut respecter l'accord de Paris, ça implique de faire des choix extrêmement radicaux, mais d'un autre côté, les traités internationaux sont aussi ceux qui nous empêchent de faire ces choix radicaux. Parce que c'est pas nouveau, c'est très développé, mais il y a toujours ce conflit entre, pour caricaturer, GIEC et OMC, où dans les statuts du GIEC, c'est bien écrit il faut surtout faire des mesures pour le climat, mais ne surtout pas contrevenir aux mesures de commerce internationaux, etc. Donc ça marchera pas de toute façon tant qu'on sera pas dans une politique d'un côté ou de l'autre, il faudra que ça casse, quoi. La contradiction avec les traités de libre-échange. D'où cette idée de chaise vide, c'est ce que la politique met en place
geste général de Gaulle dans les années 60, d'opposition brutale, de refus de siéger au Conseil européen. Coup de pression. Pour montrer que, poids diplomatique, poids démographique, poids économique de la France, on peut encore imposer des choses. Et l'idée derrière, c'est de créer un effet boule de neige en montrant finalement que c'est tout à fait faisable techniquement, cette transition, mais ça bloque pour des raisons plus idéologique ou de croyance. Ce que disent souvent les écolos, c'est on ne croit pas encore ce que l'on sait. On sait qu'il va falloir faire une transition. On regarde les chiffres, on regarde ce que nous disent tous les cabinets d'études, tous les institutions. On sait qu'il va falloir une transition extrêmement rapide, mais on n'arrive pas à y croire parce qu'il y a encore une croyance dominante en beaucoup en le modèle précédent finalement. C'est celui de la croissance, de l'emploi, croissance. Et voilà. Et donc casser cette croyance. Le pari dans la fiction, c'est de dire que cette croyance va s'effriter d'elle-même avec cette nouvelle crise qui arrive. Qu'on croit de moins en moins déjà en les vertus du capitalisme qui a trahi ses promesses, qui a trahi la promesse avec les inégalités qui explosent, il y a la promesse de croissance pour tous qui est trahie. Il y a de plus en plus l'écart entre les plus riches et les plus pauvres qui augmente, de plus en plus important. Et les problèmes écologiques qui viennent aussi remettre en cause ce modèle, etc. Donc l'idée, c'est qu'il y a finalement une niche idéologique à prendre, que la croyance capitaliste s'effondre, que le pari un peu aussi optimiste, c'est de dire que l'alternative nationaliste va aussi s'effondrer d'elle-même parce qu'elle ne marchera pas pour plein de raisons et parce que quand elle arrive au pouvoir, comme on le voit en Italie ou ailleurs, ça ne marche pas forcément très bien. Donc l'idée, c'est qu'il y a une nouvelle place à prendre et un peu de vent frais. Ce qui était assez marrant et qui venait un petit peu finalement étayer notre exercice de prospective, c'est qu'on est tombé assez d'accord avec Annabelle sans se concerter. Nos deux papiers avaient plein de points communs sans du tout qu'on soit concerté pour les écrire. C'était très drôle de vous relire en parallèle. Et c'était plutôt réconfortant sur l'idée qu'on avait construit un truc assez cohérent. Notamment cette idée de passer par une frugalité à la André Gorz, une frugalité heureuse, sachant que alors je ne vais pas trop spoiler les mesures un petit peu drôles que j'ai mises dans ma fiction, mais l'idée c'était vraiment d'essayer de se dire attention, il y a une crise sociale énorme en France en ce moment, attention à ne pas sombrer dans une frugalité qui mépriserait les besoins dont manquent aujourd'hui les gens. Donc l'idée, c'est de dire, il y a un slogan que je mets, c'est plus de pouvoir d'être, moins de pouvoir d'achat. C'est OK, le deal qu'on va fonder, le nouveau contrat social, ça va être OK. On va vous retirer du pouvoir d'achat, mais en l'échange, on va vous assurer une absolue pérennité de vos conditions de vie. C'est-à-dire, vous aurez moins de quoi acheter des iPhones, mais vous aurez des subventions énormes pour acheter de la nourriture de qualité, pour vous loger. Et donc, cette logique de transition écolo qui est travailler moins pour produire moins, pour vivre mieux. Et on est au cœur de la question du confort qui est dans tous les débats. Et en 5 ans, on a le temps de brosser pas mal de quasiment toutes les élections des pays européens. Donc j'ai le temps de faire progresser ce jeu de domino jusqu'à une totale verdure européenne. La verdure. Donc en 2025, objectif la verdure, tout ça est très drôle et très enthousiasmant. En tout cas, on a essayé d'avoir un petit peu de souffle dans ce dossier. Pour vous redonner le sourire. Un peu plus loin dans les pages du journal, on a aussi essayé d'explorer ça de l'autre côté de l'Atlantique avec les États-Unis. Il y a évidemment le mouvement qui émerge aujourd'hui chez les démocrates du Green New Deal, la demande du Green New Deal portée par pas mal de voix. Et on a imaginé, là aussi sous forme de scénario, que Bernie Sanders, le vieux Bernie Sanders, alors ça sera peut-être plutôt Joe Biden, on verra, mais nous on a imaginé que ce serait Bernie Sanders, donc candidat malheureux à la primaire démocrate face à Barack Obama, et bien là qu'il allait enfin accéder à la présidence des États-Unis. Face à Hillary Clinton d'ailleurs, plus qu'à Obama. Oui, pardon, tout à fait. Oulala, oui, merci de me corriger. Le temps de. Et donc le vieux Bernie socialiste assumé. Un socialiste à la tête des États-Unis, on imagine ce que ça pourrait donner. On vous détaille dans ce scénario un peu les mesures du Green New Deal américain. Quelques mots aussi pour vous dire que dans ce magazine, donc qu'il faut absolument aller acheter en kiosque ou en relais, on trouve plein d'autres sujets que ce dossier écologie. On trouve le portrait de Fatoumata Kébé, qui est une astrophysicienne de 33 ans, qui a écrit une thèse sur les débris spatiaux et qui porte tout un tas de projets passionnants du Mali à la Seine-Saint-Denis. Aussi le portrait de famille de la Huxley Family. Donc, vous connaissez peut-être Aldous Huxley, l'auteur du Meilleur des mondes. Mais nous, on vous raconte son histoire avec celle de son grand frère Julian et de son grand-père Thomas Henry, qui était aussi pas la moitié de deux génies. Et puis plein d'autres trucs. Un article
sur le congé paternité illimité. On en avait un peu parlé dans un précédent podcast. Un reportage en Floride sur les traces du projet Vénus, donc qui est un projet de ville futuriste gouverné par les machines. Et puis une utopie, gros morceau aussi sur les États-Unis d'Afrique. Voilà, plein de choses. Et puis des sorcières numériques, l'inventeur de la disruption, des bébés synthétiques aussi, Romane qui allait sur les traces de ces mamans qui achètent des bébés synthétiques. On apprend un milliard de trucs dans ce papier, moi j'y connaissais rien. Quel teaser. Voilà, de la viande de culture, enfin voilà, je lâche des mots-clés, je lâche des hashtags pour vous donner envie d'aller donc en kiosque acheter ce nouveau numéro. Allez-y, courez, vous pouvez aussi le commander sur notre site. Et puis on continue à explorer le futur ensemble dans un prochain podcast. Merci à tous et à très bientôt.